Bonjour et bienvenue dans mon culte, j'espère que t'as fait bonne route, vas-y installe-toi, fais comme chez toi, et oublie pas de t'essuyer les pieds en rentrant, tu seras mignonne. Bon, si t'as maté le précédent épisode, tu dois bien te douter qu'après avoir passé des heures et des heures à plancher sur un truc aussi glauque ML5 Massacre à la tronçonneuse, j'ai éprouvé pour la chronique suivante le besoin de passer à quelque chose de plus anglais. Ah, l'Angleterre, la perfide Albion, cette terre sacrée qui a vu naître des choses aussi bizarres que la géo royale, tout comme des choses aussi fascinantes que les Beatles. Mais l'Angleterre est aussi une terre de cinéma, et de bon cinéma qui plus est. Ce qui du coup est beaucoup plus dans le ton. Et parmi tous les styles dans lesquels l'art à l'anglaise excelle, il y en est un qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, et il s'agit de l'humour anglais. Ce dernier a ceci de génial que, en règle générale, il allie avec un équilibre quasi parfait, un propos caustique et ironique dans un bain d'absurdité et de second degré. Ce savant mélange pouvant s'opérer grâce à ce que l'on appelle communément le flegme britannique. Alors le flegme, pour t'expliquer vite fait ce que c'est, eh bien c'est ce cliché que l'on appose sur le peuple britannique et qui veut que ces derniers soient réputés pour conserver un calme olympien, et ce même dans des situations qui impliquent des réactions, disons, extrêmes. En gros, si un tremblement de terre avait subitement lieu, l'anglais de base prendrait le temps de finir son thé avec son air de pas y toucher, avant de courir se mettre à l'abri. Bon, là je grossis un peu les traits, mais en gros, c'est ça l'idée. Parmi les œuvres cultes du cinéma humoristique anglais, j'aurais pu citer les œuvres du Monty Python, de Stephen Fry, Hugh Laurie, Rowan Atkinson, mais ce serait trop prévisible. Donc je vais plutôt parler d'une référence populaire outre-Manche, qui a bénéficié d'adaptations sur moult supports, et donc le cinéma évidemment, et qui réussit la prouesse de relater une histoire absurde au sein d'un univers de science-fiction. J'ai nommé H2G2, le guide du voyageur galactique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par passer en revue toutes les infos un peu chiantes du film, celles que tu auras certainement déjà oubliées avant la fin de la chronique. H2G2, ou The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, est un film sorti en 2005 réalisé par Garth Jennings, qui n'a pas fait grand chose d'autre depuis, donc on va pas s'attarder sur son cas plus longtemps. Le récit est l'adaptation d'une série radiophonique créée par Douglas Adams à la fin des années 70, très populaire outre-Manche et qui a également été décliné en roman. Le film reprenant l'adaptation du premier des 5 tomes. On suit donc le parcours hasardeux d'un anglais moyen, Arthur Dent, qui se réveille un bon matin en découvrant que sa maison va être démolie pour laisser place aux travaux de construction d'une bretelle d'autoroute. On apprend également que son meilleur ami Ford est un extraterrestre qui vit clandestinement sur Terre depuis des années, et aussi que la planète va être détruite dans 12 minutes car elle se trouve sur le tracé d'une autoroute galactique. Arthur est donc sauvé par son ami d'une mort certaine avant d'assister impuissant à la destruction de sa maison, de sa planète et de tout ce qui y vit. Et tout ça, ça ne représente que les 10 premières minutes du film. Pour la suite, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus classique, dans le sens où on suit le périple d'Arthur et de Ford à travers l'espace, périple au cours duquel ils vont chercher pourquoi la Terre a été détruite, rencontrer des personnages loufoques, et dans lequel Arthur va également rencontrer l'amour. Et oui, que veux-tu, ça reste un film d'1h30, donc il faut bien que l'intrigue soit simplifiée au maximum pour ne pas perdre le public en cours de route. Qu'est-ce que tu fous déjà là, toi, c'est pas encore ton tour? Vas-y, bouge! Au niveau de son succès commercial, le film a relativement bien marché dans le sens où il a remboursé son budget initial, mais n'a pas rapporté suffisamment n'a pas rapporté assez pour entraîner la production d'une suite. De ce que je sais en tout cas. Côté succès d'estime, là par contre, il y a débat, parce qu'au-delà de l'éternelle guéguerre entre le j'aime pas, le film n'a marqué les esprits que de ceux qui étaient déjà familiers de l'œuvre de Douglas Adams. En gros, il n'a pas vraiment réussi à passer outre sa fanbase, comme ont pu le faire des films comme les films Marvel, ou Seigneur des Anneaux, ou des trucs du genre, et c'est franchement dommage. Et là, tu risques de me dire, oui, mais du coup, c'est pas vraiment un film culte, parce qu'il y a que les fans qui connaissent, et puis ça passe pas bien marché, donc t'es un peu hors sujet, non? Et si c'est précisément ce que tu te dis, eh bien sache que j'ai une réponse toute faite pour toi que je pourrais résumer ainsi. Mes couilles sur ton front. Mais bon, je vais quand même développer un petit peu. Dans l'ensemble, le film est plutôt de bonne facture. Certes, il n'a rien de révolutionnaire, on peut même dire qu'il utilise une recette éculée, mais il l'utilise de manière suffisamment intelligente pour que ça fasse mouche. Et ça se ressent dans le traitement des gags, des personnages et de l'histoire dans son ensemble. Tiens justement les gags, parlons-en. Le film fourmille de gags, tous plus absurdes les uns que les autres. Et par gag, j'entends par là tous les petits détails de merde qui ne font avancer ni les personnages ni le récit, et qui du coup sont juste posés là pour la blague. Alors après, comme je l'avais dit pour Massacre à la tronçonneuse, j'ai parfaitement conscience que les goûts et les couleurs dépendent de chacun, et que des gags d'humour absurde peuvent certainement laisser quelques-uns perplexes. Mais sur moi ça marche bien, donc si t'es comme moi, ça devrait le faire. Je ne vais pas m'amuser à faire un listing complet de tous les gags qu'il peut y avoir dans le film, mais faut quand même que je te parle du coup des portes qui soupirent. En effet, très tôt dans le film, nos deux héros se retrouvent à bord d'un étrange vaisseau en forme de théière. Et entre toutes les bizarreries qu'ils découvriront à bord, voici ce qui se passe lorsqu'ils franchissent une porte pour la première fois. Je crois que cette porte vient de soupirer. On nous explique par la suite que toutes les portes du vaisseau ont été programmées pour contribuer à un sentiment d'exaltation censé mettre à l'aise les occupants du dit vaisseau. Toutes les portes!
Du coup, les personnages étant logiquement amenés à se déplacer à travers le vaisseau, ce gag devient un gag récurrent qui revient également dans des scènes un peu plus sérieuses du film, ce qui apporte un petit ton de légèreté qui est franchement pas dégueulasse. Et tous ces détails aussi inutiles que géniaux sont légion dans ce film, et bien qu'il soit posé là l'air de dire on s'en fout, c'est pour la blague, il trouve quand même du sens puisque on part du postulat initial que l'histoire se déroule dans l'espace, dans un univers extraterrestre, et où donc la logique bien de chez nous n'a plus vraiment sa place. Il y a également des détails au sein du film qui ont l'air d'avoir une importance, mais qui ne sont pas clairement expliqués. Comme par exemple le coup des serviettes. Oui, bon là, va peut-être falloir que j'explique un petit peu. Avant de procéder au sauvetage de son meilleur ami, Ford s'empresse de récupérer 2 serviettes de toilette, l'une pour son propre usage, et l'autre qu'il confiera à Arthur en lui précisant qu'il ne devra en aucun cas s'en séparer. Sauf que le pourquoi du comment de ce délire ne sera jamais expliqué dans le film. On voit bien que Ford s'en sert tout le temps et qu'Arthur se la trimballe sans jamais trop quoi faire avec, mais la base n'est pas clairement posée. J'ai donc fait quelques petites recherches et suis tombé sur cet extrait du premier tome d'H2G2. Donc voilà, je te pose ça là, tu peux faire pause pour prendre le temps de le lire. En tout cas, moi, ça me laisse le temps de te dire que, apparemment, les fans d'H2G2 ont aussi proclamé le 25 mai comme étant la journée de la serviette, Towel Day en anglais, pour rendre hommage à Douglas Adams. C'est une info que j'ai dénichée sur le site officiel du guide, voyageurgalactique.com, si tu veux aller checker. Voilà. Et du coup, je pense que même s'ils avaient éventuellement pensé au début à inclure cette information dans le film, le fait qu'ils ne l'aient pas fait ne dérange pas, puisqu'au final ça aurait fait un background un peu lourd à ajouter, surtout que la blague n'en est pas moins drôle, même si on n'explique pas. Bref, le film est savamment dosé en gags, ce qui permet d'apporter une bonne dose d'absurde, mais tout ceci ne serait pas très intéressant s'il ne s'agissait que d'une succession de gags sans queue ni tête. Il faut bien qu'il y ait un peu de substance pour créer un tout cohérent. Et là-dessus, le film dispose d'un atout majeur dans la batterie de personnages dont il nous gratifie. J'ai déjà abordé le cas de certains personnages un peu plus tôt, mais là du coup on va passer en vue tous les principaux protagonistes de cette histoire. Donc, en premier lieu, on a Arthur Dent, le héros de cette aventure, qui est basiquement la caricature de l'anglais moyen, dans le sens où il ne peut pas se passer de thé et qui est très phlegmatique. Rapport avec ce que j'ai dit en intro, tout ça. Son parcours est celui du héros de n'importe quelle histoire classique, dans le sens où il subit un peu, voire complètement les événements au départ, pour finalement gagner en assurance et même jouer un rôle clé dans la résolution du mystère sur la vie, l'univers et tout le reste. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Il sera aidé dans sa quête par son fidèle ami extraterrestre, Ford, qui occupe du coup le rôle de sidekick, puisqu'il guide Arthur dans ses péripéties spatiales, en sachant toujours plus ou moins quoi faire et comment réagir face à des situations périlleuses. Et surtout, c'est lui qui donne à Arthur son exemplaire du guide pour lequel il travaille en tant qu'enquêteur. Mais si Arthur a droit à son sidekick, il a également droit à sa petite amourette. Tant qu'à faire dans le cliché, autant y aller à fond. Du coup, il jette son dévolu sur la belle Tricia Macmillan. Et là, pause. Bon, t'as certainement dû remarquer vu que je viens de te mettre la photo, mais le rôle de Tricia Macmillan est incarné par la très jolie Zooey Deschanel. Et c'est tout. Je trouve que ça résume bien le personnage. Oui, parce que du coup, Tricia est un personnage féminin au caractère impulsif, pétillant, insaisissable, et qui a aussi le don de briser le cœur des gentils héros un peu losers. Et c'est typiquement le style de rôle qui colle à la pose Zooey Deschanel. Je dis qu'elle lui brise le cœur parce que dès le début du film, elle lui met un stop au profit de l'infâme Zaphod Beeblebrox, président de l'univers à mi-temps. Non, cherche pas, à mi-temps. Personnalité égoïste et excentrique, semi-demi-frère de Ford. Oui, non, semi-demi-frère, cherche pas. Et qui sera celui qui accueillera tout ce beau monde dans le vaisseau qu'il a volé. Et enfin, pour compléter cette équipe de bras cassés, il reste celui qui est mon personnage préféré, et qui je pense est le personnage préféré de bon nombre de fans de la saga, j'ai nommé Marvin. Marvin est un robot ultra performant, la technologie tellement avancée qu'il est le premier prototype doté d'un PPA, profil de personnalité authentique. C'est-à-dire qu'il a une intelligence et une personnalité qui lui sont propres. Et parmi toutes les personnalités qu'il était possible d'avoir, il s'avère que Marvin est totalement dépressif. Il fait la gueule tout le temps, il passe son temps à se plaindre, bref, un bonheur. Donc, si on résume, on a 2 terriens qui, malgré toute leur bonne volonté, ne savent pas trop ce qu'ils foutent là, 2 aliens aux us et coutumes plus qu'étranges, et au milieu de tout ça, tu fous un robot qui fait la gueule. Ça nous donne une équipe, si ce n'est intéressante, au moins originale. Je ne m'attarde pas plus que ça sur les personnages secondaires, puisqu'il faut bien que je te laisse quelques éléments de surprise, mais j'en place quand même une spéciale pour le personnage incarné par John Malkovich. Bah, parce que c'est John Malkovich, quoi. Donc on a vu qu'il y avait des gags marrants, qu'il y avait des personnages attachants, mais tous ces éléments n'auraient pas vraiment d'utilité s'ils n'étaient pas au service d'une histoire suffisamment convaincante pour lier le tout, si je puis dire. Et là encore, H2G2 fait très fort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le film s'ouvre sur la brusque destruction de notre belle planète bleue dont réchappera miraculeusement notre héros. S'ensuit un périple à travers l'espace infini, périple autour duquel il va découvrir de tout nouveaux mondes, mondes dans lesquels il va rencontrer parfois, même quasi systématiquement en fait, des personnages étranges. Bon, ça c'est des bails, on revient pas là-dessus. Ce qu'il y a de puissant, c'est que les personnages qui sont présents ne sont pas par hasard, ils sont tous en lien avec l'intrigue principale de l'œuvre, qui consiste en la résolution du mystère sur la vie, l'univers et tout le reste.
En effet, au cours de leurs aventures, nos héros découvrent qu'il y a fort longtemps, un peuple primitif, perdu au fin fond de l'espace, ne cessait de se quereller au sujet de la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Afin de se départager et de tirer au clair cette grande interrogation, ils fabriquèrent un super ordinateur nommé Pensée Profonde et chargé par le biais de calculs complets et complexes de déterminer la fameuse réponse avec exactitude. Suite à quoi, après 7,5 millions d'années de calcul, l'ordinateur fut enfin prêt à donner sa réponse. Et elle ne manquera pas de laisser perplexes les instigateurs du projet. As-tu Votre réponse? Oui, mais elle ne va pas vous plaire. Aucune importance. Il faut absolument qu'on le sache. Très bien. La réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout ce qui est se trouve être « 42. 42. Selon le film et l'œuvre HGG2 en général, la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste, c'est 42. Une réponse qui peut paraître totalement inappropriée, mais comme l'explique l'ordinateur par la suite, il a été conçu pour calculer la réponse exacte. Mais celle-ci n'a d'utilité que si on connaît précisément la question. Et du coup, pour ne pas laisser ses créateurs dans la hesse, Pensée Profonde décide de créer un autre superordinateur, tellement avancé et imposant qu'il inclura la vie elle-même dans son programme et qu'on pourrait le confondre avec une planète, qui évoluera pendant des millions et des millions d'années, et qui sera chargé de déterminer quelle est la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste, question dont la réponse est 42 donc. Et si t'as suivi tout ce que je t'ai dit sur le film, la suite, tu peux commencer à la deviner. Donc voilà, l'un des pivots de base de cette histoire, c'est que la réponse à l'ultime question sur la vie, l'univers et tout le reste, c'est 42. Encore une fois, on reste dans l'absurde, mais pour le coup, je vais me permettre une petite digression. Après la sortie des romans, bon nombre de théories ont jamais dans l'esprit des fans les plus hardcore afin de déterminer quelle pourrait bien être la signification de ce fameux 42. Pourquoi ce chiffre et pas un autre? Tu peux aller chiner sur internet pour trouver ces théories, je vais pas tout faire à ta place non plus, mais toujours est-il que ces théories n'ont jamais vraiment pu être vérifiées puisque l'auteur n'a jamais souhaité s'exprimer clairement à ce sujet. Et étant aujourd'hui décédé, ça va être compliqué d'avoir une réponse claire. Mais parmi toutes ces théories, il y en a une qui retient particulièrement mon attention dans le sens où elle est assez simpliste et qui pourrait se résumer comme suit. Douglas Adams a choisi le numéro 42 sans aucune raison. En effet, l'un des axes de lecture d'HGG2 serait qu'en fait tout ceci consiste à mettre en avant le fait que l'humanité passe beaucoup trop de temps à se poser des questions inutiles et soit dans la capacité totale de se contenter d'une absence de réponse. Et pour le coup, c'est exactement la réaction qu'ont eu bon nombre de fans. L'histoire nous dit que la réponse est 42, qu'il n'y a rien d'autre, que c'est le plus important, et pour ceux qui se sont le plus impliqués dans l'histoire, ils ont absolument cherché à trouver une signification à ce 42, alors qu'il pourrait tout simplement s'agir d'un pur hasard. Et si on fait un parallèle avec le monde réel, comment être sûr que le sens de notre vie trouve sa réponse dans des pensées religieuses et ou philosophiques? Est-ce que la vraie réponse ce ne serait pas justement qu'il n'y a pas de réponse? Ah ah! Tu l'avais pas senti venir le mindfuck, hein? Bon, là évidemment je me suis un peu beaucoup écarté du sujet, on peut très bien regarder et apprécier HGG2 sans pour autant se poser des questions existentielles, ça pour le coup c'est que moi. Mais en même temps, je trouve ça plaisant d'avoir une œuvre tellement complète sur tous les points qu'on finit par se surprendre à avoir des réflexions philosophiques sur un film qui à la base devait juste être une comédie sympatoche. Et c'est justement ça la force de ce film. Rappelle-toi en introduction, j'ai précisé le fait que le film a plutôt bien marché en salle sans pour autant péter des records, ce qui implique que les tomes suivants ne seront peut-être jamais adaptés au cinéma. Faut jamais dire jamais, mais là pour le coup, il y a peu de chances que ça arrive tout de suite. Et toujours, comme je le dis en introduction, je trouve ça vraiment dommage, puisque l'histoire d'HGG2 a vraiment beaucoup de qualités, des qualités qui pourraient être reconnues. La preuve, Outre-Manche, c'est un véritable succès, et il y a même une communauté de fans en France. Du coup, je t'invite vraiment, non seulement à regarder le film, mais surtout à t'ouvrir à l'univers d'H2G2, à te laisser embarquer. Il y a vraiment peu de chances que tu sois déçu. D'ailleurs, j'en profite pour reparler du site voyageurgalactique.com qui passe en revue tout l'univers d'H2G2. Si t'es curieux, vas-y faire un tour, tu verras, c'est sympa. Ou sinon, tu peux lire les romans. Ça peut être bien pour ta culture aussi. Mais quoi qu'il en soit, fonce voir ou revoir le film H2G2 parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Et n'oublie pas que le meilleur moyen de parler d'un film, ça reste encore de le mater. Sur ce, je te laisse, à très vite pour découvrir ce qu'il peut y avoir d'autre dans mon culte. Allez. Salut et merci bien pour le poisson. Coupé.